Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui je me pèle un peu les meules parce que il fait vraiment pas très beau chez nous. C'est pour ça que je me frotte un peu les mains parce que vraiment pas chaud. Bref, aujourd'hui j'essaye une concurrente directe de la Dacia Spring. La Dacia Spring qui, comme chacun sait, est un des best-sellers en termes de voitures électriques en France. Donc aujourd'hui j'essaye une concurrente directe qui n'est autre que la Leapmotor T03. Alors je dois avouer que quand j'ai vu cette Leapmotor à Périgueux, j'étais un peu surpris parce que je ne m'attendais pas à trouver cette marque-là distribuée à Périgueux. Et donc ça a titillé ma curiosité et je me suis dit que j'allais l'essayer et en faire une vidéo. D'ailleurs à ce sujet-là, je tiens à remercier le concessionnaire Alliance Andres Automobile, qui est le concessionnaire Honda, Suzuki, Leapmotor et MG pour Périgueux. Sans eux, cette vidéo n'aurait pas eu lieu, donc merci à eux encore. Et donc c'est les distributeurs de Leapmotor, qui est une marque chinoise, comme chacun sait. Pour l'instant, c'est la seule voiture qu'ils ont en vente en France. Mais de ce que je crois savoir, il y a d'autres modèles qui vont arriver courant 2024. Donc soyons ouverts et soyons à l'affût de ces nouveautés. En attendant de découvrir cette Leapmotor pour la journée, top générique. Alors, pour commencer à découvrir cette Leapmotor, on va parler de l'aspect extérieur et du design. Alors, moi, cette Leapmotor T03, voilà, me laisse au niveau du design un peu indifférent. Je la trouve pas spécialement jolie, je la trouve pas spécialement vilaine. Voilà, je trouve qu'elle est un peu passe-partout. D'aucuns me diront qu'elle est clivante en termes de design. Ça veut dire qu'elle ne laisse pas indifférent. Et ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, il y a quand même quelque chose. Voilà, quand je dis qu'elle me laisse indifférent, il y a quand même quelque chose que je voudrais signaler que moi j'aime bien. C'est ces optiques avant là qui sont quand même un peu rondouillards, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça me plaît bien. Autre chose dans le design qui me plaît bien, c'est le toit panoramique ici. C'est un petit toit panoramique, mais au moins il a le mérite d'exister. Sur une voiture qui est à un tarif de 25 990 €, ce qui la place plutôt très bien sur le marché français. Je vous mettrai le prix de la Dacia Spring en incrustation pour voir, pour comparer un peu les deux tarifs. Sinon, alors autre chose un peu spécifique sur cette voiture, ce sont les jantes en alliage. Autre détail qui ressort sur cette Leapmotor T03 en termes de design, c'est la couleur des rétroviseurs qui sont noirs brillants, donc qui ressortent bien par rapport à cette couleur un peu... je ne sais pas comment définir la couleur, j'allais dire pastel, voilà. Bon, je ne suis pas spécialement fan de cette couleur-là, moi elle existe dans d'autres couleurs qui sont à mon avis plus agréables à l'œil. Autre aspect du design, ici nous avons qu'un seul essuie-glace à l'avant. Ça, c'est peut-être dû à la petite taille de la voiture. Donc, je vous mettrai en incrustation les dimensions exactes de cette Leapmotor T03. Donc, la face arrière de cette voiture, la face arrière de cette T03, en termes de design, ce qu'on constate, c'est quand même la couleur noire sur le toit de la voiture. Ensuite, vous avez un bandeau noir brillant qui recouvre la totalité du coffre. Vous avez un logo Leapmotor bien visible, on affiche son nom fièrement. On a le nom de la voiture ici en rouge, T03. Ça, je suis pas sûr que ce soit du meilleur goût, que ce soit en rouge comme ça. Par contre, là où je suis content, quand même, c'est que nulle part, c'est écrit E. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de E pour dire que c'est une voiture électrique. Et ça, franchement, moi qui milite un peu pour la disparition de tous ces E, là, pour électrique, pour moi, une voiture électrique, ça reste une voiture quelle qu'elle soit. C'est une voiture comme les autres. Hein. Il n'y a pas besoin de dire, voilà, c'est une voiture électrique. Le mec, la personne qui la conduit sait que c'est une voiture électrique. Les autres, ils n'ont pas besoin de savoir que c'est une voiture électrique. À la limite, c'est une voiture comme les autres. Donc là, pour une fois qu'il n'y a pas le petit E qui indique que c'est une voiture électrique, moi, ça me va bien et je suis content. Donc, maintenant qu'on a fait le tour de la voiture en termes d'esthétisme, on va parler maintenant du coffre. Donc, le coffre qui s'ouvre via la clé ici. Voilà. Qui est d'une capacité de 281 litres. Vous avez deux petits crochets
de part et d'autre du coffre. Vous n'avez pas de sous-coffre. Vous avez encore moins de coffre avant, qu'on soit bien d'accord. La banquette se rabat d'un seul tenant, comme ceci. Ça rajoute un peu de volume au coffre. Donc avant de vous parler de la recharge de cette voiture, il faut savoir qu'elle a une batterie nominale de 41,5 kWh brut, ce qui fait en valeur nette du 38 kWh net, et qui lui autorise une autonomie en cycle mixte WLTP de 280 km, et en cycle purement urbain, elle est annoncée pour 417 km, ce qui est plutôt correct, même plutôt très correct. Pour ce qui est de la charge de cette Leapmotor T03, c'est à l'avant que ça se passe, et ça, comme vous savez, moi j'aime bien. Donc vous ouvrez la trappe comme ceci. Ici, vous avez donc deux petits capuchons en plastique qui sont tenus par des petits filins métalliques pour éviter que ça tombe. Voilà, je trouve qu'en termes de finition, c'est pas top. Elle accepte du 6,6 kW en courant alternatif et elle accepte seulement du 45 kW en courant continu sur un combo CCS, ce qui me fait dire que c'est pas une voiture que vous allez pouvoir prendre pour traverser la France entière et partir en vacances. Enfin ça n'est que mon avis. Voilà, vous mettrez en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Allez, on passe à l'intérieur. Alors, aux places arrière, bon bah là je suis pas surpris. Le siège devant réglé comme pour moi. Voilà, je suis carrément les genoux dans le siège. Je touche la partie dure du siège. Par contre, en hauteur, impeccable. Donc ça, à la hauteur, j'ai rien à dire. Ok. Pas de rangement ici sur les sièges avant, pas d'aumônière, pas d'accoudoir, pas de prise USB. Par contre, on a les vitres électriques qui descendent quasiment jusqu'au bout. Donc l'été, les enfants pourront mettre leurs bras dehors s'ils veulent. Les portes, bon bah c'est du plastique dur un peu partout. Les poignées façon chrome ici, les poignées d'ouverture façon chrome ici. Les petits accoudoirs, voilà. C'est du lisse un peu avec des petits points dessus. Ah, les vitres sont très sensibles. Il y a juste un porte-gobelet au milieu ici, entre les deux sièges de devant. Voilà, donc ça c'est fait surtout pour des enfants sur des courtes distances, je pense. Mais en fait, c'est une voiture citadine, donc je ne suis pas surpris d'avoir ce genre d'espace à bord, à l'arrière de la voiture. Elle n'est pas vendue pour être une voiture où vous allez pour voyager très très loin. Hein, d'ailleurs, ces temps de charge et ces puissances de charge acceptées font que de toute façon, il va falloir s'armer de patience si vous voulez voyager avec cette voiture. Mais voilà, des enfants en bas âge, on va dire, jusqu'à l'adolescence, pourront voyager sans trop de problèmes à l'arrière sur des courtes distances, sans difficulté. Bon, là où je suis quand même satisfait, c'est quand même on peut s'asseoir derrière, malgré tout, contrairement à la Fiat 500e, d'accord, où là on ne peut pas s'asseoir derrière. Mais là, on peut s'asseoir et je dois dire qu'il y a quelque chose qui est vachement bien aussi dans cette voiture, c'est l'existence de ce toit panoramique. Alors même s'il ne fait pas la longueur complète de la voiture, en tout cas, il apporte beaucoup de lumière et c'est quand même bien agréable d'avoir ce toit panoramique. À l'arrière, on est quand même bien content de l'avoir, je trouve. Il y a un petit défaut aussi, c'est que là on a un mini tunnel de transmission, c'est-à-dire que le plancher n'est pas complètement plat à l'arrière. C'est un petit peu dommage pour une voiture qui est 100% électrique. Ça, je pense que sur les prochains modèles de Leapmotor, peut-être qu'ils vont rectifier le tir, mais là c'est pas le cas sur cette voiture. Alors aux places avant de cette Leapmotor T03, on est quand même plutôt pas trop mal accueillis, on est bien assis. Les sièges sont un peu fermes, mais confortable. Je suis pas trop engoncé dans cette partie-là, voilà, parce que bon, j'ai quand même un gabarit certain. Le seul truc, c'est quand je mets la ceinture, voilà, il faut vraiment chercher l'attache de la ceinture. Par contre, une fois que la ceinture est mise, voilà, je suis correctement maintenu, je suis à l'aise. Les sièges sont réglables manuellement, que ce soit côté conducteur, que ce soit côté passager. Conducteur, il est réglable en hauteur et en profondeur. Le passager n'est réglable que en profondeur. Ensuite, le volant, c'est un volant qui, on va dire, somme toute classique et assez simple. À gauche, j'ai juste le réglage du volume via une petite molette.
À droite, hein, j'ai pour décrocher le téléphone, j'ai le régulateur de vitesse adaptatif et j'ai une petite molette pour régler diverses choses sur l'écran d'infodivertissement. Ensuite, donc, si j'en viens au tableau de bord, il est, moi je trouve, plus sympa que celui de la Spring, sans non plus faire tomber dans les fioritures. Il y a moins de vis apparentes, c'est-à-dire que moi pour l'instant j'en ai pas trouvé des vis apparentes, d'accord. Alors que quand j'étais monté dans la Spring, alors c'était la première version de la Spring, hein, j'avais essayé avant d'acheter le ZS, et bah voilà, il y a des vis un peu partout. Là c'est pas le cas, donc la finition est quand même mieux que dans la Spring, à mon sens. Les propriétaires de Spring, mettez-moi si vous êtes d'accord ou pas. Je pense que vous allez me dire que je dis n'importe quoi, mais bon, ça n'est que mon avis. Le volant, alors là on va voir ça tout de suite. Il est réglable, voilà, qu'en hauteur. Qu'il soit pas réglable en profondeur, bon bah là, vu le prix de la voiture, hein, c'est pas non plus très surprenant. Sur la porte du conducteur, j'ai mes réglages électriques des rétroviseurs. J'ai mes vitres électriques des 4 portes de la voiture. Je peux verrouiller l'ouverture des vitres électriques à l'arrière. Alors il y a quelque chose que je dois signaler, c'est que la porte conducteur et la porte passager sont différentes. Je m'explique, c'est-à-dire que là je n'ai pas de poignée pour me tenir, alors que la porte passager a une poignée en piano black, c'est-à-dire que la personne va poser son coude sur son accoudoir et pouvoir tenir la poignée qui est présente sur la portière. Voilà, c'est un petit détail, voilà, qu'il fallait souligner. Ici, sous l'écran d'infodivertissement, on a un petit rangement avec un petit cache qui cache 2 prises USB-A et une prise 12 volts. Hop, on referme le petit cache, comme ça on ne voit pas les prises derrière. On a une boîte à gants d'un volume classique, rien d'extraordinaire. Sinon, ici, on a du piano black sur toute la longueur du tableau de bord au-dessus, là. Bon, là, c'est pas trop gênant dans la mesure où on va pas jeter nos clés dessus pour ça risque pas de s'abîmer, hein. C'est juste que ça va être salissant pour passer un coup de poussière. Sinon, c'est du plastique dur partout, c'est le même plastique partout. Voilà. Mais visuellement, il n'y a rien qui choque. D'accord. Alors moi il y a un truc qui m'a un peu dérangé tout à l'heure pour venir là avec la voiture, c'est que les essuie-glaces, en fait chez nous on est habitué à avoir les essuie-glaces à droite du volant, et bien là non, ils sont situés sur la même partie, sur le même commodo que les clignotants et la lumière de la voiture. Donc c'est un peu chelou, mais on s'y fait. Donc les essuie-glaces, c'est un petit bouton ici, hop, qu'on monte ou qu'on descend. Ensuite, les clignotants, on monte tout le commodo. Et ici, c'est pour mettre, voilà, pour laver les essuie-glaces. Essuie-glaces, on a un seul essuie-glace, d'accord, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Et à droite, en fait, vous avez le réducteur, les commandes de réducteur avec marche arrière, neutre, drive. Et en parlant de la marche arrière, vous avez une caméra de recul qui est, ma foi, de qualité plutôt correcte. L'écran d'infodivertissement est de taille correcte, il est plutôt réactif. Vous voyez, j'appuie, ça vient directement. Le design ressemble en beaucoup de choses à celui qu'on peut retrouver sur la MG4. C'est un peu le même type d'organisation. Il y a un truc que je trouve marrant, c'est le toit panoramique. Il y a un truc que je trouve marrant, c'est le toit panoramique. On peut régler électriquement l'ouverture du rideau pour cacher le soleil. Ça se fait ici. Voilà. Là, je me suis arrêté à 50%. Ça vient électriquement à 50% de l'ouverture de la vitre du toit panoramique. C'est un détail, mais je trouve ça plutôt sympa. Donc là, vu le peu de soleil qu'on a, on va le laisser rentrer dans la voiture. On peut régler la luminosité de l'écran. On peut également régler son mode de conduite. On appuie sur l'icône conduite. On peut régler, il y a 3 modes de conduite, éco, sport, standard. Alors, il y a un truc chelou. J'ai constaté que quand on changeait de mode de conduite, l'autonomie indiquée sur l'écran de conduite, là pour le coup, derrière le volant, ben, ne changeait pas. Je trouvais bizarre, je perds pas d'autonomie quand je passe en mode sport. Bizarre. Par contre, on peut régler également le mode de réaction du volant via l'écran d'infodivertissement. On peut régler en mode sport, en mode standard ou en mode confort. Et j'irai plus loin, on peut même régler sa conduite en mode sport et avoir son volant qui réagit en mode standard. Donc éclairage automatique des feux,
d'accord? Donc ça, c'est quand même pas mal. Pour le prix de la voiture, c'est quand même correct. Alors j'ai pas l'allumage automatique des essuie-glaces, j'ai juste l'allumage automatique des feux, et ça je peux le régler, c'est-à-dire je suis pas obligé d'avoir l'éclairage automatique, si je veux je le mets en off, et là c'est moi qui devrais gérer manuellement l'allumage de mes phares, mais bon, on va le mettre, voilà. J'ai ma clim ici, alors j'ai pas de bouton raccourci clim, tout se règle sur l'écran. Donc c'est tout manuel, mais c'est pas gênant dans la mesure où ça vient assez vite, on a des petits boutons raccourcis en bas de l'écran, donc du coup, hop, on clique sur la clim, on l'éteint, on la rallume, on a l'écran ici pour gérer ce qu'on veut, la vitesse de la soufflerie, la température. Par contre, la température, ça m'indique pas la température, ça m'indique juste si je vais vers le chaud ou vers le froid, donc ça c'est un peu bizarre. On peut régler point par point, ou carrément avec un curseur sur l'écran, on peut régler la hauteur de la soufflerie. Je peux ouvrir également le coffre via mon écran d'infodivertissement. J'ai un GPS qui est un peu long à se charger, et j'ai essayé tout à l'heure, en fait il indique les prises, les bornes de charge sur votre route, mais il ne vous indiquera pas, il ne fait pas planificateur. Mais j'en reviens à l'origine de cette voiture. Je pense que c'est une voiture qui est vendue, non seulement je pense, mais j'en suis sûr, c'est une voiture qui est vendue comme une citadine. Et donc le planificateur, quand on fait que de la ville avec des voitures électriques, ça ne sert pas à grand chose. Donc finalement, est-ce que c'est bien nécessaire d'avoir un planificateur sur cette voiture, dans la mesure où je ne pense pas qu'on fasse des longs trajets avec la Leapmotor T03. Ça, c'est mon avis. On peut régler le pourcentage maximum de la recharge souhaitée, mais j'ai pas trouvé le paramétrage et la planification des recharges. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous voulez charger en heure creuse, il va falloir attendre que les heures creuses commencent pour brancher votre voiture. Là, j'ai pas trouvé comment planifier le début de la recharge et la fin de la recharge. Donc peut-être que ça existe. Moi, je ne l'ai pas trouvé sur cette voiture. Si quelqu'un a une Leapmotor T03 et qu'il a cette option sur sa voiture, qu'il me le mette en commentaire et qu'il m'explique comment on y va. Ça pourra peut-être intéresser d'autres personnes, parce que moi, je n'ai pas trouvé comment planifier ces recharges. L'écran de conduite, vous avez les infos simples, vous avez votre autonomie. Alors par contre, vous n'avez pas le pourcentage de batterie, vous avez juste l'autonomie qui apparaît sur votre écran de conduite. Par contre, ici sur votre écran d'infodivertissement, vous avez des données diverses et variées, les distances parcourues, le temps de conduite, la consommation moyenne sur votre trajet actuel. Ensuite, vous pouvez avoir les mêmes informations depuis la dernière charge. Mais alors, je répète, l'écran est quand même très réactif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai essayé la radio tout à l'heure. La qualité du son n'est pas exceptionnelle. On peut avoir l'écran de son téléphone sur l'écran d'infodivertissement, mais ce sera juste, vous ne pourrez pas commander votre téléphone via votre écran d'infodivertissement, ce sera juste une lecture de votre écran de téléphone. Conduite, je suis en mode sport, on va se mettre en mode éco, et pour le volant, je vais me mettre en mode confort, mode de DA, précisément. Allez, alors effectivement, hop. La première chose, là, j'en profite, je suis sur le parking pour tourner un peu, pour voir un peu la maniabilité. Là, sur le parking, c'est vrai que le volant tourne excessivement bien. La voiture braque parfaitement bien. Là, vraiment... en même temps, c'est une petite voiture. Voilà. Donc... Par contre, je trouve que il y a un petit bruit, on entend bien, on entend un peu le moteur quand même. Donc on va mettre la marche arrière, on va voir un peu, hop, la caméra de recul. Alors comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose que je ne vois pas sur mon écran de conduite, c'est la consommation. Je ne vois pas ma consommation sur mon écran de conduite. J'ai juste pour l'instant mon autonomie qui apparaît, j'ai pas ma consommation instantanée. J'ai ma vitesse, bon ça d'accord, mais c'est tout ce que j'ai. Allez, on va commencer par faire de la ville, vu que c'est une citadine, donc c'est
la première chose qu'on va faire, c'est la ville. Là, il me propose, voilà, régulateur de vitesse activé. J'ai juste appuyé dessus et on va voir s'il est adaptatif ou pas. Alors c'est comme la régénération, j'ai pas trouvé comment régler la puissance de la régénération. Elle est tout le temps en régénération maximum, j'imagine. Donc là, on va mettre les essuie-glaces parce que sinon on y voit goutte. Non, il n'est pas adaptatif. Voilà, donc là je vais freiner. Donc régulateur de vitesse simple. Ouais, je trouve quand même le bruit du moteur un peu présent. Voilà, à faible allure comme ça, je trouve ça un peu dommage. Sinon la finition est plutôt correcte. Alors là, il y aurait possibilité de... Voilà, on dirait qu'ici ils ont prévu un... Il y a un petit espacement. Alors est-ce que c'est... Bon, je pense pas que ce soit un rangement, hein. Mais voilà, c'est un grand espacement même d'ailleurs. Je vais essayer sur mode standard le volant, voir ce que ça change. DA, donc mode DA pour le volant, c'est direction assistée. Elle a l'auto-hold. Donc là, concrètement, je n'ai pas de rampage. Ça, c'est ça que je vais vérifier, c'est si est-ce qu'elle s'arrête toute seule ou est-ce qu'il faut que je freine. Donc je vais enlever le régulateur de vitesse. Alors l'écran tombe bien, c'est-à-dire que même si le volant n'est pas réglable en profondeur, on arrive quand même à avoir l'écran bien... voilà, on n'a pas le volant au milieu de l'écran. Alors toujours même principe, si j'éteins la clim, j'ai toujours la même autonomie sur mon écran. Alors ça c'est bizarre. C'est comme quand je change de mode de conduite, si je me mets en mode sport, toujours pareil, mon autonomie ne change pas, alors ça c'est quand même bizarre. Voilà, je serais tenté de dire qu'elle a l'essentiel et pas de fioritures, ce qui peut expliquer peut-être son prix serré de 25 990. Donc voilà, dans le rond-point, voilà, il y a un peu de roulis. Pourtant elle n'est pas très lourde, hein, elle fait 1 tonne 2 je crois, pas tout à fait 1 tonne 3. Mais voilà, c'est une petite voiture. Je suis pas sûr que dans nos virages périgourdins, ce soit vraiment son terrain de jeu favori. Je pense que c'est vraiment la ville. Et là, en ville, elle fait le taf tout à fait correctement. Alors après, on pourrait peut-être regretter qu'il n'y ait pas que le régulateur ne soit pas adaptatif. Dans les bouchons, ça peut toujours être utile. Et j'ai l'impression qu'il y a moins de bruit de moteur quand on accélère un peu. Alors ça, quand la vitesse augmente, j'ai l'impression que le bruit du moteur est moins présent dans l'habitacle. On peut commander les lumières du plafonnier via l'écran d'infodivertissement. Regardez, tac. J'ai mes 2 lumières ici qui s'allument. Je peux les éteindre. Sinon, je peux également commander ici. Voilà. Ma fermeture de toit panoramique, en plus de la commande sur l'écran. Bon ben là par contre il n'y a pas de rampage. C'est-à-dire que j'ai pas freiné et elle s'est arrêtée toute seule. Ça sera à revérifier. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais quand j'accélère, on voit à droite de l'écran une petite barre orange et quand je régénère, j'ai une petite barre bleue qui se met à droite. Et là quand j'accélère, hop, ça monte en orange, mais c'est vraiment tout léger, il faut le voir quoi, hein. Par contre, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un seul mode de régénération et à faible allure, il est assez puissant. Je le trouve un peu faible quand on accélère, quand on est au-delà de 50, mais à 40 là, il freine bien. Alors les gens derrière vont se demander ce que je fabrique à freiner tout le temps, mais là, pour peu qu'on anticipe un peu, qu'on ait une conduite un peu coulée, je pense qu'on doit pouvoir s'arrêter complètement. Voilà. Voilà, ben je me suis arrêté complètement. Alors c'est pas tout à fait un e-pédale, mais ça y ressemble fortement quand même, hein. Je vais me mettre en mode sport. Direction assistée, mode sport. Voilà.
Alors, effectivement, en mode sport, le volant est un peu plus ferme quand même. Hein. Oui, on sent que le volant est plus ferme en mode sport. Par contre, les différences entre mode sport, mode éco et mode standard de conduite sont assez subtiles. Je ne trouve pas qu'il y ait de grosses différences à la conduite. Je dirais, heureusement qu'on peut changer la direction assistée pour se rendre compte que voilà, pour avoir un petit peu de différence dans la conduite. Je vous mettrai en incrustation la puissance de la voiture, parce que là je ne l'ai pas en tête, mais bon, c'est pas énorme. Hein. Donc bon, c'est normal qu'on ne batte pas des records de vitesse ni des records de nervosité. Je vais remettre en mode éco avec hop, la direction assistée en mode confort. Mais je pense qu'en deuxième voiture, ou alors pour un petit jeune, pour un jeune conducteur, comme première voiture électrique, ça voilà, pour peu qu'il n'ait pas besoin de traverser la France tous les week-ends avec, eh bien je pense que cette T03 peut largement faire l'affaire. Enfin, ça n'est que mon opinion. Hein. Voilà, en termes de conduite, bah voilà, il n'y a pas de fioriture, il y a l'essentiel. 3 modes de conduite. Alors, on peut régler la direction assistée nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas changé en fonction de quand on change le mode de conduite. Hein. C'est nous qui gérons, donc voilà, ça permet de nous gérer. On reste maître de son véhicule. Si je veux conduire avec le mode sport et la direction assistée en confort, je sais pas si c'est une bonne idée, mais on peut le faire. Donc mode confort, hein, direction assistée, c'est pour manœuvrer sur les parkings, les choses comme ça. Par contre, une chose est sûre, en ville, elle est très confortable. Et par confortable, j'entends elle se faufile bien. Voilà, elle tient suffisamment bien la route. L'amortissement est suffisant pour les ralentisseurs qu'on a partout à Périgueux. Et effectivement, elle fait moins de bruit dès qu'on passe les 40 à l'heure. Je trouve qu'elle fait on entend moins le bruit du moteur, il est moins présent dans l'habitacle. Mais bon, ça c'est un peu dommage parce que c'est quand même une citadine et on est quand même plus souvent à moins de 40 qu'à plus de 40 en ville. Donc je trouve dommage que ce bruit du moteur soit un peu trop présent quand on est à petite vitesse. Voilà. Et je m'arrête. Pas. Voilà, donc voilà, elle s'arrête quasiment avec la régénération, mais il y a quand même un tout petit rampage à la fin qui se fait. Voilà, donc, mais la régénération est plutôt correcte. Hein. C'est-à-dire que voilà, si j'accélère, hop, je sens vraiment la régénération se faire. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un point positif. Même si j'aurais bien aimé le e-pédale sur une voiture citadine, c'est quand même un gros confort en ville. Allez, on va aller faire un petit tour sur l'autoroute. Même si je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment là où elle va exceller le plus, mais au moins j'aurai pas ce bruit. Là, vous voyez, je suis à 50, et ben j'ai moins le bruit du moteur. Là, pour ainsi dire, j'entends plus rien. J'ai pas de bruit de moteur là à 50. Vous voyez ? Et toujours pareil, hein, j'ai pas ma consommation instantanée, donc si je veux ma consommation, voilà, faut que je fasse voyage. Et là, voilà. Et c'est écrit en tout petit, hein. Voilà. Si je veux, j'ai pas ma consommation ici, il faut que j'aille sur mon écran d'infodivertissement, je fasse voiture puis voyage. Et là, j'ai mon écran avec les données. Donc, comme je disais, si je veux mes consommations, il faut que j'aille sur l'écran d'infodivertissement, dans voyage. Et après, sur la partie du haut, j'ai mes données sur le trip actuel, sur le voyage actuel. Là, on peut voir que je suis à 18,7 kWh au 100 km. Ouais, dans les virages, ouais, on sent que c'est pas fait pour les virages quand même. Hein. Voilà. Les amortisseurs sont un peu mis à rude épreuve. Après, c'est les petits trous. Hein. C'est du 15 pouces. C'est pas très large. Là, vous voyez, hop. Voilà, là. On peut pas dire qu'elle se tienne vraiment très bien dans le virage. Par contre, elle est très très simple d'utilisation.
Ça par contre c'est quand même un point positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de boutons dans tous les sens, il n'y a pas de commande dans tous les sens. Elle est simple d'utilisation pour quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête, ou alors comme petite voiture, j'allais dire, pour les gens un peu à la retraite qui n'ont pas besoin de faire de longs trajets et qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec la voiture électrique, avec les commandes de ceci, de cela, voilà. Il n'y a pas 36 commandes pour les aides à la conduite, voilà. Il n'y a pas d'aide au maintien dans la voie, du moins pas que je sache. Enfin, je ne l'ai pas trouvé, s'il y en a, mais il faudra me le dire, mais là je ne l'ai pas trouvé. J'ai mis mon régulateur de vitesse, donc à l'ancienne. Il me maintient à la bonne vitesse. Alors par contre, là je suis à 100. J'ai quelques vibrations qui remontent dans le siège. Donc ce qui fait bien, ce qui me prouve qu'en termes d'amortissement, voilà, j'ai des vibrations d'amortissement qui remontent. Un autre petit défaut, je n'ai pas d'essuie-glace à l'arrière. Je n'avais pas constaté tout à l'heure. Et donc du coup là, maintenant que je suis sur l'autoroute, eh ben, je vois pas ce qui se passe derrière. Alors, heureusement j'ai des rétroviseurs qui sont bien larges, donc ça me permet de le voir. Mais derrière par exemple, je vois pas ce qui se passe. Moi, ma vitre arrière est complètement recouverte d'eau et de saleté. Donc du coup, comme j'ai pas d'essuie-glace arrière, ben, je vois pas ce qui se passe derrière. Alors point positif, elle régénère pour freiner la voiture et maintenir la voiture à une vitesse que j'ai demandé sur le régulateur de vitesse. Donc en régulateur de vitesse, pour ralentir la voiture quand vous êtes en descente, pour maintenir la voiture à la vitesse que vous avez demandé, elle régénère de l'énergie. Après sinon voilà, à part les vibrations qui remontent, voilà, mais je me répète, hein, je suis pas sûr que ce soit une voiture qui est faite pour rouler sur des longs trajets. Je pense qu'elle est surtout faite pour faire de l'urbain, voire du périurbain. Allez, on va aller sur les petites routes de campagne. Pour ceux qui connaissent, je vais passer à la Roquette. Je pense qu'elle va être à l'aise sur ces petites routes-là. Donc moi qui me suis habitué aux essuie-glaces automatiques sur mes deux voitures, bah là que c'est moi qui suis obligé de mettre en route l'essuie-glace, j'ai un peu du mal à m'y faire en fait. Mais par contre, voilà, devant je suis à l'aise. J'ai pas de... Voilà, vous avez vu l'espace que j'ai au-dessus de la tête. Et j'avais pas cette sensation dans la Spring quand j'étais monté dedans quand je cherchais ma deuxième voiture. C'est-à-dire que quand je fermais la porte, j'étais un peu engoncé dans la voiture. Là, je dois admettre que, alors sans avoir autant d'espace que dans la Fiat 500 quand même, parce que la Fiat 500 c'est quand même un peu exceptionnel à ce niveau-là, eh bien je suis pas engoncé. Je suis quand même relativement bien dans la voiture. En résumé, je suis suffisamment bien pour conduire en ville et faire mon trajet quotidien pour aller au travail. Et moi, ça me suffit largement parce que je pense que cette voiture est faite pour ça. Elle n'est pas faite pour voyager, elle est faite pour faire ses trajets quotidiens pour aller au boulot. Emmener les enfants à la crèche ou à l'école, parce qu'il y a de la place de les mettre derrière. Allez, hop. On rentre sur les petites routes de la Roquette. Donc là, on va voir sur nos petites routes de campagne comment elles se comportent. Je suis en mode éco et le volant est confort, donc je vais le mettre en mode sport, peut-être le volant qui soit un peu plus ferme, voilà. Je reviens sur voyage pour avoir mes consos. Voilà. De toute façon, vu le peu d'écart qu'il y a, vu le peu de différence qu'il y a entre le mode sport et le mode éco, je préfère rester en mode éco. Et de toute façon, j'ai aucune différence sur mon autonomie qui apparaît. Donc voilà. Même si effectivement, on sent que l'amortissement est un peu juste, et ben ça se comporte plutôt pas trop mal quand même. Mais c'est pas une voiture de sport, hein, donc c'est pas une 500 Abarth que j'ai eue il y a quelques temps, où là c'était vraiment collé à la route et vraiment ça tenait bien. Là il y a quand même un peu de roulis, voilà, il y a un petit peu de sous-virage, pas énormément mais quand même un petit peu. Mais rien de rédhibitoire étant donné que c'est une
une voiture électrique, donc le centre de gravité est quand même placé assez bas, donc ce qui permet quand même de se faire un peu plaisir. Et là, de pouvoir régler la direction assistée comme on veut, c'est quand même un point positif, hein, parce que du coup, on n'est pas obligé d'avoir un volant tout mou tout le temps. Et ça, c'est bien. Et là, pour le coup, la différence entre le mode confort et le mode sport pour la direction assistée, là, elle est sensible. Là, on le sent vraiment en conduisant. Contrairement à la différence entre le mode sport et le mode éco de la conduite. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je ne sais pas si je suis assez clair. J'espère. Non, le comportement est correct. Très correct. Non, eh bien c'est l'heure de conclure cette vidéo consacrée à la Leapmotor T03. Je ne vais pas déroger à la règle. Je vais vous donner ce que j'ai un peu moins aimé sur cette voiture. Et enfin, je finirai par les points que je trouve positifs à cette voiture. Donc, les points que j'aime un peu moins sur cette voiture, je vais commencer par le volume du coffre. Voilà, mais ça, c'est une citadine, hein. Je serais tenté de dire, c'est un peu normal, un petit coffre. Mais là où ça me gêne, c'est avec le peu de modularité qu'on a aux places arrière, c'est-à-dire que la banquette est juste rabattable d'un seul tenant. On ne peut pas moduler ses capacités de chargement en 2 tiers, 1 tiers ou 50-50. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Deuxième point un petit peu négatif, c'est la vie aux places arrière. Concrètement, alors je parle pas du fait que moi je peux pas loger plus que ça derrière. Je parle du fait que voilà, vous n'avez pas de rangement, à part un tout petit rangement dans la porte arrière, vous n'avez pas d'aumônière, vous n'avez pas d'accoudoir avec un porte-gobelet, vous avez juste un porte-gobelet central entre les 2 sièges de devant, et c'est à peu près tout. Donc derrière, c'est assez spartiate. La vie arrière est assez spartiate. Troisième point que je trouve un peu dommage sur cette voiture, c'est le fait qu'on n'ait pas accès au pourcentage de la batterie sur l'écran de conduite. On n'a pas non plus accès à la consommation en temps réel de la voiture sur l'écran de conduite. Il faut passer par l'écran d'infodivertissement voilà, pour avoir sa consommation. Bon, après, une fois qu'on est dessus, vous me direz, voilà, on y reste. Mais le problème, c'est que si on veut changer de mode de conduite, voilà, il faut changer sur l'écran d'infodivertissement, il faut aller sur le menu, changer, voilà. Ça, c'est pas très heureux. L'écran de conduite, je le trouve un petit peu simple à l'heure actuelle, pas très moderne dans ce qu'il propose. Je trouve la lecture du consommation d'énergie, régénération, voilà, c'est vraiment léger, je trouve, comme vous avez pu voir sur les images. Donc voilà, on aurait pu imaginer un peu plus de modernisme sur l'écran de conduite, parce que l'écran d'infodivertissement, lui, est tout à fait correct. Il se rapproche de ce qui est fait chez MG. Il y a un autre point négatif que je voudrais rajouter, c'est le confort sur les routes un peu cabossées, à vitesse, on va dire, un peu soutenue, genre sur l'autoroute ou sur les départementales à 80-90. Ben, vous avez des amortisseurs qui n'amortissent pas trop les petits rebonds que vous pouvez avoir et les aspérités de la route. Il y a un point un peu négatif quand même, c'est la puissance de charge en courant continu, 45 kW. Franchement, je trouve que c'est un peu juste, même si j'insiste, c'est pas une voiture qui est vendue pour faire des trajets de 600 km, hein. De toute façon, avec une autonomie de 280 km, vous allez recharger souvent. Voilà, donc pour moi, elle n'est pas faite pour. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Autre point qui, moi, me gêne, mais qui peut-être me gênera pas au bout de 6 mois d'utilisation, c'est le fait que les essuie-glaces se trouvent sur le même commodo que les clignotants. Et puis moi surtout, j'ai pris l'habitude maintenant d'avoir des voitures avec détection automatique de la pluie et mise en route automatique des essuie-glaces. Et bien sûr celle-là, ça y est pas. Donc je mets en point négatif, mais en même temps, avant on n'avait pas et on vivait très bien. Donc c'est des goûts de luxe, donc là c'est purement subjectif. Mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est peut-être pas forcément nécessaire d'avoir toujours tout automatique, parce que quand ça tombe en panne, ça tombe en panne. Maintenant je vais passer au point positif. Ah non, un autre point que j'aime un peu moins dans cette voiture, c'est le look. Je suis pas fan. Comme je disais tout à l'heure au début de la vidéo, j'aime bien les optiques, voilà, ils sont joviaux, hein, ils sont un peu ronds, mais pour ce qui est du reste, je ne suis pas fan du look de cette voiture. Je vais rester sur le look et sur l'aspect de la voiture et je vais passer directement au point positif de cette voiture.
Donc le look vient de la taille, je pense. Et comme c'est une citadine, eh bien, c'est une compacte, vraiment compacte. Et donc du coup, en ville, et ça c'est mon premier point positif, elle a vraiment aucun problème pour se faufiler en ville entre les voitures. Son comportement en ville est parfait. Moi, j'ai rien à dire sur la ville. Elle est faite pour ça. C'est simple. Pour moi, c'est une voiture qui est faite pour faire de la ville ou vraiment du proche périurbain et pas les autoroutes, machin. Voilà. Donc c'est ce qui explique sa taille et peut-être ce qui explique son look un peu clivant, on dira. En autre point positif. Alors d'aucuns me diront que c'est négatif. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là parce qu'elle ne vous vend pas du rêve. Je m'explique. C'est une voiture qui est vendue pas cher pour une voiture électrique et vous en avez pour votre argent. C'est-à-dire, vous n'avez pas de superflu, vous avez l'essentiel. Vous avez un régulateur de vitesse, il n'est pas adaptatif certes, mais il est là. Vous avez différents modes de conduite pour la voiture électrique. Sport, éco, confort ou normal. Donc ça c'est bien. On peut régler sa direction assistée. Moi j'en connais pas beaucoup des voitures où on règle sa direction assistée. D'accord ? Et vu la gamme de prix, et vu la taille de la voiture, moi je suis surpris d'avoir ce genre de choses dans cette voiture, de pouvoir régler la résistance du volant quand je conduis, ça c'est plutôt bien. Autre point positif, c'est le toit panoramique. Et alors là, pour moi, ça rajoute... Pour moi, le toit panoramique, je suis fan. Hein. Et ça rajoute vraiment de la lumière dans la voiture. En plus, il y a un rideau occultant qui est à commande électrique, qu'on peut commander via l'écran d'infodivertissement, via un bouton sur le plafonnier. Ça, c'est très bien. Autre point positif, que le port de charge se trouve à l'avant. Ça simplifie quand on va se charger. On n'est pas obligé de réfléchir, reculer, machin. Je suis à droite, à gauche. Hop, on y va, c'est devant, terminé, basta. Et là, je terminerai par ce point vraiment positif. C'est que pour démarrer dans la voiture électrique, je pense que ça peut le faire avec cette voiture-là. Vous n'avez pas de fioritures, vous n'avez pas de programmation diverses et variées, machin et tout. C'est une voiture simple, avec des commandes simples, pour des gens qui veulent pas se prendre la tête, avoir une voiture pour faire leurs petits allers-retours au travail au jour le jour, sans se compliquer la vie, à programmer ci, à programmer ça, enfin voilà. Voiture électrique qui fonctionne bien, terminé. Voilà, c'est simple, vous avez 2 commodos, vous n'avez pas 36 000 boutons, alors moi qui suis fan des boutons, je suis presque déçu, mais là au moins c'est simple. Maintenant que j'ai découvert la Leapmotor, j'aimerais, si quelqu'un parmi vous a une Dacia Spring et qu'il habite sur le Périgord de première ou dernière génération, hein, la Dacia Spring, si vous pouvez me contacter par mail ou via messagerie Instagram, j'aurais bien aimé faire une vidéo de comparaison et il pourrait me donner son avis sur la Leapmotor et comparer avec sa Dacia Spring. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour faire une vidéo comme ça avec moi. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications et moi je vous donne rendez-vous très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince.